Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons une vidéo consacrée au pourvoi d'amendements des parlementaires dans le domaine financier. Une vidéo réalisée par Charles Bronte, Madeleine Branco, Lucas Prin et Yacine Witz. Je tiens à les remercier, ils sont intervenus dans cette vidéo successivement et dans l'ordre d'apparition: Léo Vancaille, le professeur Jean-Luc Albert, le ministre Pierre Moscovici et le professeur Michel Bouvier. Une vidéo réalisée au titre de l'année universitaire 2025-2026 dans le cadre de leur Master 2 Droit public général et contentieux public d'une part, Master 2 Finance et fiscalité publique d'autre part, à l'Université de Lille. Bonjour et bienvenue dans notre première retranscription de notre réunion du groupe Méridien. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des droits d'amendement des parlementaires en matière financière. La séance est ouverte, messieurs, mes chers confrères. Nous abordons aujourd'hui un point fondamental pour notre groupe de réflexion, le droit d'amendement des parlementaires en matière financière. Pour le cadrage de nos débats, nous laisserons la parole à M. Liberkowski, journaliste, qui se chargera de poser les questions orientant nos échanges. Mais auparavant, je cède la parole à M. Witz pour une recontextualisation de notre présence aujourd'hui. Merci Madame la Présidente. Bonjour chers collègues et confrères universitaires. Monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs qui suivront cette diffusion. Tout d'abord, je tiens à remercier votre présence en cette séance de débat et de réflexion autour de la constitution financière de notre pays. Permettez-moi de rappeler dans le cadre de ces échanges et pour répondre à certaines questions que M. Liberkowski nous posera, nous nous appuierons sur les interventions de spécialistes reconnus, parmi lesquels Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, M. Jean-Luc Albert, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, M. Michel Bouvier, professeur émérite à l'Université de Panthéon-Sorbonne, et enfin le doctorant Léo Vancaille. Il est nécessaire de revenir sur les raisons de notre réunion. Nous approchons des 20 ans de l'entrée en vigueur totale de la LOLF, et l'heure est au bilan. Rappelons qu'il y a bientôt 5 ans, sous la direction du professeur Vincent Dussart, paraissait déjà l'ouvrage La LOLF à 20 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, le droit d'amendement des parlementaires semble mis à mal. Les années s'enchaînent et les critiques demeurent les mêmes. Je conclurai ce propos introductif en rappelant la ligne directrice qui guidera les questions de notre invité. Il faudra tout d'abord revenir sur les échecs de la première constitution financière de la Ve République. Il s'agit bien évidemment de l'ordonnance de 1959. Nous discuterons ensuite des corrections mises en place pour pallier les divers défauts de la procédure, qu'il s'agisse des modifications impulsées par le Conseil constitutionnel, notamment avec sa décision de 1976, ou par le législateur organique qui lui-même, en 2001, a adopté la LOLF. Enfin, nos travaux s'achèveront à partir de toutes les pistes de réflexion que nous aurons abordées sur les perspectives d'avenir de la LOLF et plus généralement de la constitution financière de notre pays, objectif même de notre réunion. Bien, nous vous remercions, M. Witz. La parole est à notre invité du jour, M. Liberkowski. Bonjour à vous. Je suis tout d'abord ravi d'avoir été choisi pour vous poser les questions de la séance du jour consacrée au droit d'amendement des parlementaires. J'ai bien noté votre ligne directrice et j'ai veillé dans la préparation de mes questions à ne pas en diverger. Et dans le cas contraire, je sais que vous ferez un excellent travail de recadrage, Madame la Présidente. Ma première question est simple. Pouvez-vous rappeler ce qui est le cœur du sujet? En somme, pouvez-vous définir cette notion d'amendement? Ma seconde question d'ailleurs est liée, puisqu'elle concerne l'enjeu de ce droit parlementaire au-delà de la seule actualité budgétaire. Bien, je laisse la parole à M. Bronte pour la réponse à ces deux premières interrogations. Madame la Présidente, chers collègues, monsieur le journaliste, je vous remercie pour cette première question qui pose le cadre de nos débats consacré à la notion d'amendement. Il convient de le rappeler d'emblée. Un amendement est une proposition présentée au cours de la discussion d'un texte afin d'en modifier la teneur. Ce droit constitue l'un des instruments essentiels de la fonction législative et du contrôle parlementaire. Il permet à la représentation nationale d'exercer une influence réelle sur le contenu de la loi, y compris en matière financière. Les enjeux sont clairs. Le droit d'amendement n'est pas absolu. Il est particulièrement contraint en matière budgétaire, là où il se heurte à un ensemble de limites constitutionnelles. Ce déséquilibre, chacun le constate, et il tend à renforcer la position du gouvernement. Le pouvoir exécutif sort objectivement gagnant de la restriction du droit d'amendement du Parlement. Sans anticiper sur les développements que nous aborderons plus tard, deux positions dominantes s'affrontent. D'un côté, ceux qui souhaitent la levée ou l'assouplissement des restrictions. De l'autre,
ceux qui estiment ces restrictions nécessaires, voire insuffisantes. Je comprends parfaitement la préoccupation de certains commentateurs et confrères de vouloir préserver la liberté d'amendement parlementaire. Mais il faut aussi garder la raison. Un pouvoir sans cadre peut rapidement devenir source de désordre. Dans notre tradition constitutionnelle, et vous l'aurez noté, monsieur le journaliste, l'article 40 de la Constitution encadre strictement cette liberté. Il interdit tout amendement ayant pour effet de diminuer les ressources publiques ou de créer ou d'aggraver une charge publique. Ce mécanisme n'a nullement vocation à censurer le Parlement, mais bien à garantir la responsabilité budgétaire. L'histoire de nos régimes antérieurs à la Ve République l'a montré, en l'absence de tels garde-fous, les dérives financières étaient fréquentes. Autrement dit, protéger le budget national, c'est aussi protéger les citoyens des conséquences d'une gestion imprudente. L'article 40, loin d'être une entrave, doit être compris comme un instrument de discipline démocratique au service de la stabilité financière de l'État. Merci Monsieur Bonte. Et maintenant, Monsieur Prince, souhaitez-vous ajouter quelques éléments de réponse? Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le journaliste, je partage bien sûr l'attachement de Monsieur Bonte à la rigueur budgétaire, et je crois qu'il faut replacer dans ce débat une perspective institutionnelle beaucoup plus large. Pour revenir sur votre intervention, il est vrai que l'histoire démontre que la question du partage du pouvoir budgétaire entre le gouvernement et le Parlement a toujours été délicate. Sous la Troisième République, elle s'est souvent traduite par un véritable bras de fer institutionnel. Or, ce rapport de force a parfois produit des effets assez paradoxaux. En cherchant à renforcer son pouvoir de contrôle, le Parlement s'est retrouvé enfermé dans un travail technique d'une extrême lourdeur, où les commissions monopolisaient le contenu du budget, ralentissant considérablement son adoption. Comme le souligne à ce titre le professeur Aurélien Boudy dans sa thèse, alors que l'année budgétaire touchait à sa fin, il est devenu récurrent sous la Troisième République que les parlementaires arrêtent l'horloge tout en poursuivant les débats sur le budget de l'État au sein de l'hémicycle pendant de longs mois encore. La pratique des 12e provisoires est devenue la règle alors qu'elle ne devait être que l'exception. Ce constat illustre parfaitement l'attention de l'époque. En voulant exercer pleinement son pouvoir budgétaire, le Parlement s'est parfois paralysé lui-même, provoquant des blocages institutionnels forts. Alors certes, la 4ème République a tenté de corriger ces dérives, notamment avec le décret loi de 56, mais malgré quelques ajustements, les déséquilibres ont persisté. L'instabilité politique empêchait alors l'émergence d'une véritable discipline, rendant nécessaire une réforme plus profonde. Sur ce point, j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec Léo Van Caille, doctorant en droit public. Il va justement nous éclairer sur le contexte historique ayant conduit à l'adoption de l'ordonnance de 1959 et sur les motivations qui ont présidé cette rationalisation budgétaire. Bonjour monsieur, en tout cas merci pour cette invitation. Effectivement, pour parler de l'encadrement des amendements en matière financière sous la Constitution de 1958, il faut évidemment, comme vous me le demandez à l'instant, établir un petit peu de contexte. Parce qu'effectivement, la tentative de l'encadrement des initiatives parlementaires en matière budgétaire, en matière financière, a déjà été l'objet d'essais au cours des régimes antérieurs à la Ve République. Mais à la fois dans la pratique et dans les remarques doctrinales sur le sujet, arrive à la même conclusion que les réformes successives n'ont pas eu le succès prévu. On peut citer notamment la résolution du 21 mai 1920 qui permettait à la Chambre des députés le renvoi en commission des amendements amenant à la réduction ou à la suppression d'une recette publique existante ou même par effet miroir, une augmentation de dépenses provoquée par une dépense nouvelle, une autolimitation finalement qui a été rendue peu efficace par la pratique. On peut citer aussi la Constitution de 1946 qui prévoyait déjà l'interdiction de l'introduction de crédits provisionnels, ou dits supplémentaires, pendant la discussion budgétaire. Malgré cela, les députés ont conservé un véritable droit d'initiative en matière de recettes et surtout un droit illimité en matière de dépenses, et ce, en dehors de la procédure budgétaire, le dehors de la procédure budgétaire n'étant pas si encadré. C'est pour cela que la règle des maxima a été établie à partir de 1949 dans le but que le Parlement puisse fixer le montant des dépenses pour chaque département ministériel et ensuite pouvoir donc fixer le montant des crédits pendant la discussion budgétaire dans un objectif évidemment d'atteindre l'unité budgétaire et l'équilibre financier. Ensuite, le montant de ces crédits pendant la discussion budgétaire a rendu son application assez délicate. Enfin, on peut considérer que le décret-loi du 19 juin 1956 est venu étendre à l'ensemble des amendements, y compris ceux de la Commission des finances, cette règle des maxima.
Merci pour cette intervention, Monsieur Prin, et pour l'intervention également de Léo Van Caille. Et je vais tout de suite redonner la parole à Monsieur Bonte. Je vous remercie de me relancer sur ce sujet. L'intervention de M. Van Caille était parfaitement pertinente. C'est précisément ce constat qui justifie la grande réforme constitutionnelle de 1958. Comme le rappelait Roger Latournerie, alors président de la section au Conseil d'État, lors des travaux préparatoires, à la base du système, personne ne veut priver le Parlement de ses droits budgétaires, et avec les droits budgétaires, le Parlement est maître de tout. Cette phrase résume à elle seule l'enjeu fondateur de la Ve République, préserver les droits du Parlement tout en rétablissant la cohérence et l'efficacité de la gestion publique. L'ordonnance du 2 janvier 1959 sur les lois de finances vient précisément concrétiser cet équilibre. Elle rationalise la procédure budgétaire, définit des catégories de lois, précise les délais et encadre le droit d'amendement. Le Parlement conserve son pouvoir, mais dans un cadre plus rigoureux, au nom de la soutenabilité et de la sincérité budgétaire. Cet équilibre restait toutefois fragile. C'est pourquoi en 2001, le législateur organique a adopté la LOLF. Véritable constitution financière moderne, elle a transformé la philosophie budgétaire française en introduisant une triple logique: culture de performance, transparence et reddition des comptes. Désormais, le budget n'est plus seulement un instrument d'autorisation de dépenses, il devient un outil de pilotage de la performance publique. Dans ce contexte, le droit d'amendement parlementaire a été repensé. Il n'est plus extensif, il est responsable. Ce glissement est majeur. Le législateur financier n'est plus un simple dépensier, mais un stratège du budget public. La LOLF ne retire pas du pouvoir au Parlement, elle redéfinit la nature de ce pouvoir en l'inscrivant dans une démarche d'efficacité et de responsabilité démocratique. Merci Monsieur Bonte et Monsieur Prin. Je redonne la parole à Monsieur Liberkowski pour sa question suivante. Merci Madame la Présidente et merci messieurs pour votre brillante intervention. Au vu de ces premiers échanges, l'angle du débat est clair. Il s'agit de déterminer si le régime français d'amendement parlementaire est satisfaisant. Pour le vérifier, il faut se poser une question essentielle. L'adoption de la LOLF et les diverses réformes budgétaires ont-elles réellement permis de rééquilibrer les rapports entre le Parlement et le gouvernement en matière financière? Et d'ailleurs, cette interrogation principale en appelle d'autres. Ma première question subsidiaire sera la suivante. Pouvez-vous rappeler les insuffisances du régime qui était issu de l'ordonnance de 1959? Alors, très bien. Pour cette contextualisation, je cède la parole à Monsieur Witz. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le journaliste, merci pour votre question. J'entamerai ma réponse par une maxime. On ne gouverne pas le XXIe siècle avec des outils du XXe. Voici pourquoi il a fallu refonder. À l'époque, nos constats, ceux des parlementaires, des universitaires, mais aussi des praticiens des finances publiques, rejoignaient largement les analyses formulées par Michel Bouvier et Robert Herzog, qui écrivaient, je cite, « À l'évidence, l'air du temps n'est plus le même, et il est remarquable à cet égard que la nécessité d'une modernisation de notre droit budgétaire soit aujourd'hui reconnue et plaidée par chacun, et ce au-delà de toute forme de clivage. » Cette phrase traduit parfaitement l'état d'esprit de la LOLF. La LOLF ne naît pas d'un simple consensus politique, mais d'un constat collectif d'essoufflement des structures financières héritées de la Ve République. La LOLF, au-delà du fait qu'elle soit la première loi financière de l'État d'origine parlementaire, constitue la première réforme budgétaire majeure depuis l'ordonnance du 2 janvier 1959. À son origine, cette réforme était jugée souhaitable, une modernisation opportune pour aligner notre gestion publique sur les exigences contemporaines de performance et de transparence. Mais très vite, elle est devenue nécessaire, pour ne pas dire indispensable, tant le cadre antérieur paraissait inadapté à la complexité croissante de l'action publique et aux enjeux européens. Je reprends ici les termes d'Alain Lambert. L'un de ses principaux artisans de cette réforme, disait-il, il a fini par s'imposer comme une impérieuse nécessité. C'était même, selon le député Gérard Semade, une réforme obligatoire, tant il devenait urgent de redonner du sens, de la lisibilité et de la cohérence à la gestion budgétaire de l'État. Merci M. Witz. Dans la continuité de ces échanges, je tiens à rappeler à nos éditeurs la ligne directrice que nous avons communiquée à M. Liberkowski. Nous lui avons proposé, au risque d'un certain classicisme académique, une analyse bipartite. Nous avons donc convenu d'orienter les questions dans un premier temps sur le régime issu de l'ordonnance de 1959 et les lacunes qu'il présentait, avant d'évaluer dans un second temps les ambitions portées et concrétisées par la LOLF. Tout à fait, Madame la Présidente, et comme convenu, je resterai fidèle à cette ligne directrice. Pour commencer,
j'aimerais poser une question relative au contexte d'adoption de l'ordonnance de 1959 que vous venez d'évoquer. Étant donné sa très longue durée de vie, je m'interroge, ce texte était-il adapté, était-il efficace? C'est une excellente question de fond. Je donne la parole à Monsieur Prin pour vous apporter les éléments de réponse. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur Liverkowski pour cette question qui va me permettre de replacer l'ordonnance du 2 janvier 59 dans son contexte historique et institutionnel. Adoptée sur le fondement de l'article 92 de la Constitution, qui, rappelons-le, prévoyait des mesures transitoires, elle a posé les bases du nouveau droit budgétaire français dans un climat de parlementarisme rationalisé. Elle traduisait la philosophie politique du général de Gaulle, un exécutif fort, garant de la stabilité nationale, et un Parlement recentré sur sa fonction de contrôle plutôt que sur la cogestion du budget. Sur le papier, l'intention était claire, efficacité, cohérence, clarté. Et comme souvent dans l'histoire financière, la théorie a devancé la pratique. Très tôt, cette ordonnance a suscité la méfiance et la réserve dans les milieux parlementaires. Dès les premiers débats, un député interpella le gouvernement en ces termes. Soit vous vous engagez à nous proposer très rapidement et avant le débat sur la loi de finances pour 61 une nouvelle loi de finances, soit vous acceptez d'inscrire à l'ordre du jour un texte d'initiative parlementaire ayant pour objet cette refonte de la loi organique. Cette intervention, restée célèbre, revêtait déjà et révélait déjà même la crainte d'un déséquilibre institutionnel naissant. Un texte élaboré dans l'urgence, dans un contexte de forte concentration du pouvoir exécutif, réduisait de facto les marges d'appréciation du Parlement, parfois au-delà même de ce que la Constitution prévoyait. Les critiques n'ont pas tardé à s'exprimer. Laurent Fabius parlera plus, même après, d'un texte de conception technocratique et largement anti-parlementaire. La doctrine de l'époque confirma ce jugement. Plusieurs auteurs y voyaient un instrument budgétaire, conçu dans le secret des bureaux du ministère des Finances, ni débattu par le Parlement, ni soumis au contrôle du Conseil constitutionnel à son origine. Et pourtant, malgré ces réserves, cette ordonnance est demeurée quasiment inchangée pendant 40 ans. Seules 2 révisions mineures ont alors été adoptées. La loi organique du 22 juin 1971, à l'initiative du Sénat, qui porta de 15 à 20 jours les délais de première lecture. La loi organique du 16 décembre 1995 ensuite, voulue par le gouvernement cette fois, afin d'harmoniser les délais avec la réforme constitutionnelle de la même année. Cette longévité est tout à fait inédite. Le président de la Commission des Finances, Didier Migaud, qualifiera d'ailleurs ce texte d'inchangé au point d'en paraître intouchable. Mais, et c'est un point essentiel, l'innobilité d'un texte n'est jamais neutre. Elle fige un rapport de force, elle cristallise un équilibre institutionnel qui, faute d'ajustement, peut se transformer en frein à l'adaptation. Les chiffres sont éloquents. 84 propositions de révision déposées à l'Assemblée nationale et 11 au Sénat, de la proposition Ronnie Pleven du 27 octobre 59 à la dernière en octobre 98. Cette effervescence traduit, comme l'a observé Lucie Talino, une véritable nostalgie du décret de 56, dont la préparation plus concertée offrait au moins au Parlement des garanties de transparence et d'équilibre aujourd'hui regrettées. Derrière la technicité du droit budgétaire apparente se profile donc une question éminemment politique. Comment concilier la discipline financière exigée par l'exécutif et la légitimité démocratique du contrôle parlementaire? En somme, voici ce qui nous enseigne l'histoire. Un texte peut stabiliser les institutions, mais il peut aussi les figer. Ce questionnement traverse toute l'histoire budgétaire de la Ve République et prépare le terrain des réformes ultérieures, notamment la LOLF. 4 décennies plus tard, celle-ci tentera de redéfinir les contours de ce fragile équilibre entre efficacité gouvernementale et souveraineté parlementaire. À ce titre, j'ai personnellement interrogé M. Van Caille sur l'encadrement du pouvoir des parlementaires en matière d'amendement, sous le régime de l'ordonnance de 59. Alors, ce nouvel encadrement, effectivement, maintenant qu'on a posé les jalons du contexte historique, ce nouvel encadrement s'inscrit dans la logique du parlementarisme rationalisé désiré par les constituants de 1958, qui visait surtout à mettre un terme aux dérives parlementaires, et même aux dérives parlementaires suite au débat budgétaire. Et donc, inscrire finalement la pratique parlementaire dans un cadre constitutionnel plus rigide. On peut considérer que l'encadrement de l'ordonnance de 1959 prévoit un régime d'amendement particulièrement rigoureux pour les parlementaires, et ce, au terme de son article 42. L'article 42 précise donc la recevabilité des amendements parlementaires, qui n'étaient recevables que dans 3 cas précis. Dans un premier temps, si ces amendements visent à assurer le contrôle des dépenses publiques. Dans un second temps, si ces mêmes amendements visent à supprimer ou à réduire une dépense publique. Et dans un dernier cas, un troisième cas, dans le cas où ces amendements viseraient à créer ou à accroître une recette publique. Permettez-moi de rebondir sur les propos de M. Van Caille, qui confirme un point essentiel. Le reproche majeur adressé à l'ordonnance de 1959 tient à l'étroitesse du pouvoir d'amendement parlementaire.
limitée par la combinaison de l'article 40 de la Constitution et l'article 42 de l'ordonnance. Cette analyse rejoint d'ailleurs celle de Fabrice Robert. L'article 40 de la Constitution dispose que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution de ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Tandis que l'article 42 de l'ordonnance dispose qu'aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer les contrôles des dépenses publiques. Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et est accompagné de développement des moyens qui le justifient. La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit. Pris ensemble, ces deux textes rendaient irrecevables à la majorité des initiatives parlementaires. Pendant toute la période d'application de l'ordonnance, le pouvoir d'amendement s'est donc réduit à des corrections à la marge. Comme le précisait Madame la professeure Stéphanie Damoret, certaines modifications se comptaient au millième, voire au 5 millième des crédits. L'exploit d'un examen parlementaire ayant permis de réduire le déficit d'environ 200 millions d'euros en 2003 suffisait alors à lui seul à nourrir la fierté de l'hémicycle. Parallèlement, je veux souligner un mécanisme de compensation politique, souvent passé sous le silence, la réserve parlementaire. Cette enveloppe discrétionnaire destinée à financer des projets locaux a fonctionné comme un équilibrage implicite. Le gouvernement acceptait certaines propositions des élus tout en gardant la main sur l'architecture budgétaire globale. Pour reprendre l'analyse du professeur Jean-Luc Albert, il s'agissait d'une variable d'ajustement. Bien que modeste à l'échelle de l'État, environ 130 000 € par député en moyenne avant sa suppression, ce dispositif lissait l'adoption des lois de finances sans véritable réallocation structurelle, dépolitisant de ce fait en partie les arbitrages. En somme, si l'on veut un Parlement qui délibère vraiment, il faut un pouvoir d'amendement qui pèse, non pas à la marge, mais dans la décision. Eh bien, merci Messieurs Prin et Monsieur Witz. Je vous laisse la parole pour votre prochaine question, Monsieur Berkowski. Merci Madame la Présidente et merci Messieurs pour ces éclairages. Ma prochaine question portera sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il est couramment admis que la décision de 1976 a ouvert une première brèche concernant les recettes. Pouvez-vous nous préciser la portée de cette jurisprudence ? Alors, pour cette question, je donne la parole à Monsieur Comte. Merci Madame la Présidente, vous connaissez mon attachement pour le Conseil constitutionnel, et je vous remercie pour votre question, Monsieur Berkowski, tout à fait intéressante. Nous abordons ici un épisode fondateur de l'histoire budgétaire française. L'année de la première brèche en matière de recettes, validée par le Conseil constitutionnel en 1976. Jusqu'alors, une lecture stricte de l'article 40 de notre Constitution empêchait tout amendement augmentant les dépenses ou réduisant les recettes. Le pouvoir d'amendement des parlementaires était donc étroitement surveillé. Toutefois, en 1976, le Sénat initie l'ouverture de cette brèche en modifiant l'article 45 de son règlement intérieur, pour permettre la compensation. Dès lors, un amendement diminuant une ressource devenait recevable si, et seulement si, il en augmentait une autre pour compenser la perte. Cette logique a été validée par une lecture littérale de l'article 40. Le pluriel utilisé dans la Constitution, diminution des ressources publiques, vise la globalité des recettes de l'État et non une ligne budgétaire isolée. Cette compensation, appelée le gage, n'est toutefois admise que sous la réunion de plusieurs conditions strictes, comme l'a établi le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 juin 1976. 3 critères donc. La ressource de compensation doit être réelle et non fictive. Elle doit bénéficier aux mêmes organismes que la ressource diminuée. On ne peut pas compenser la perte de l'État par une recette des collectivités. Enfin, elle doit être immédiate. Ce gage doit donc répondre aux critères de crédibilité, de suffisance et d'immédiateté. En pratique, la compensation a pris des formes standardisées. Création d'un impôt nouveau, majoration d'un impôt existant, à due concurrence de la perte de recettes. D'où l'usage quasi systématique du fameux gage tabac. Toutefois, ce gage était devenu presque virtuel à une époque. Le gouvernement avait pris en effet l'habitude de lever le gage en séance sur les amendements qu'il soutenait, ne conservant ainsi que la mesure fiscale sans la hausse du tabac associé. Charles de Courson résumait cela avec humour en 2008. Je vais vous retrouver la citation. « Si l'on ajoutait tous les amendements gagés par les droits sur le tabac, un paquet de cigarettes coûterait plus de 100 €. Pour endiguer cette dérive et responsabiliser les élus,
La circulaire du Premier ministre du 4 juin 2010 invite désormais les ministres à s'abstenir de lever le gage systématiquement. Enfin, notons que le Conseil d'État a tout de même alerté sur les limites de cette mécanique. Dans un avis de 2000, il pointait le risque de, je cite, « vider de l'essentiel de sa portée l'article 40 », si les compensations devenaient trop artificielles. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur Bonte pour vos éclairages. Pour continuer avec l'article 40 de la Constitution, pouvez-vous revenir sur la notion de charge publique et l'interdiction d'augmenter cette dernière? À l'inverse des ressources, l'article 40 s'emploie le singulier pour évoquer la création ou l'aggravation d'une charge publique. La conséquence est immédiate, aucune compensation n'est permise en matière de dépenses, même si elle est corrélée à la hausse d'une ressource. Le Conseil constitutionnel l'a fermement établi. L'article 40 fait obstacle à toute initiative se traduisant par l'aggravation d'une charge, fût-elle, je cite, compensée par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques, notamment. Cela impose donc une restriction majeure sur le droit d'amendement des parlementaires, mais aussi sur leurs propositions de loi, puisque ces derniers ne peuvent jamais avoir pour conséquence l'augmentation des dépenses. Comme le souligne la professeure Stéphanie Damaret, cette sévérité a très tôt suscité l'émoi. On se souvient notamment de l'argument par l'absurde du député René Pleven. Il avait souligné qu'avec une lecture stricte de l'article 40, une proposition visant à abolir la peine de mort serait irrecevable au motif qu'il serait plus coûteux pour l'État d'entretenir un condamné à vie plutôt que de l'exécuter. Cela illustre bien la rigidité du mécanisme. À proprement parler, la notion même de charge publique est très large. Elle ne se limite pas aux seules dépenses budgétaires immédiates, elle englobe l'attribution de compétences nouvelles, la création de droits pour des tiers ou encore la création de structures administratives. Ainsi, il y a charge, dès lors qu'il y a une initiative parlementaire, ouvre la simple possibilité juridique de dépenser. Le Conseil constitutionnel a précisé les contours de cette notion à travers plusieurs reprises. Les cas les plus fréquents d'irrecevabilité concernent souvent la création de structures dispendieuses ou les mesures relatives à l'emploi public. Une question de méthode se pose alors. À quel moment doit-on se placer pour constater l'aggravation d'une charge publique? Sur ce point, messieurs Michel Lascombe et Xavier Van Dendrich apportent une précision précieuse. Ils affirment qu'il est logique de se situer par rapport au texte en cours de discussion. En effet, dans le cas contraire, les parlementaires ne pourraient même pas proposer de diminuer une dépense nouvelle proposée par le gouvernement, puisque par rapport au droit existant, cela resterait une hausse. Pour conclure sur la subtilité centrale de l'article 40, la grammaire fait la loi. C'est bien l'emploi du pluriel pour les ressources qui a permis la brèche de la compensation de 1976. A l'inverse, l'emploi du singulier pour la charge verrouille tout débat. Une charge ne saurait être compensée, verrouillant ainsi strictement l'initiative dépensière du Parlement. Merci pour ces éléments de réponse. Monsieur, je vous propose maintenant de passer à la seconde partie de notre intervention consacrée aux ambitions portées et concrétisées par la LOLF. Alors pour entamer cette discussion, je vous propose d'écouter l'intervention de Monsieur Van Caille. Donc effectivement, il faut bien remarquer, noter que la LOLF a introduit une nouvelle donne dans le régime de l'amendement parlementaire, et notamment dans l'amendement parlementaire en matière financière. Donc effectivement, depuis le 1er janvier 2005, l'entrée en vigueur de la LOLF, c'est l'article 47 de cette dernière loi organique qui a remplacé l'article 42 que nous avions évoqué précédemment. Les nouvelles conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'amendement parlementaire en matière de loi de finances peut s'établir à peu près sous 3 points. D'abord, il faut bien noter qu'au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, dans la nouvelle nomenclature budgétaire prévue par la LOLF, la charge doit être assimilée et entendue au sens de la mission. À mon avis, on aura l'occasion de revenir à ce sujet plus tard. Dans ce nouveau cadre organique, tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Ce cadre précise également que tous les amendements vus comme non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont donc déclarés irrecevables. Ainsi, avec la LOLF, est instauré un mécanisme qui vise à étendre la portée du droit d'amendement parlementaire en matière de dépenses publiques, chose qui était vraisemblablement impossible sous l'ordonnance de 1959. C'est sans doute cette disposition, d'ailleurs, qui a été l'élément essentiel, le maillon essentiel sur lequel s'est appuyé le législateur organique pour renforcer les pouvoirs budgétaires du Parlement. Sur ces paroles riches, je vous invite à vous poser votre prochaine question, Monsieur Hubert Koski. Merci Madame la Présidente.
Et ma question sera relativement simple dans son énoncé. Qu'a modifié la LOLF en matière de droit d'amendement des parlementaires? Très bien. Merci pour cette question. Je vous cède la parole, M. Prin. Merci Madame la Présidente et merci pour cette question qui cible parfaitement les enjeux de notre discussion. C'est effectivement avec l'entrée en vigueur de la LOLF en 2001 que le pouvoir d'amendement des parlementaires a évolué dans le domaine des charges et des dépenses publiques. L'article 47 de la LOLF assouplit sensiblement la possibilité d'amendement sur les crédits par rapport à son ancêtre, l'ordonnance de 59. Comment? Une simple loi organique a offert une toute nouvelle lecture de l'article 40 de la Constitution. L'article 47 dispose en effet que, je cite, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant au crédit de la mission. C'est une révolution. Avant 2001, la structure n'avait rien à voir. Désormais, le budget est structuré en mission, elle-même composée de plusieurs programmes. La brèche offerte par la LOLF est donc la suivante. Les parlementaires peuvent désormais redéployer des crédits entre les différents programmes au sein d'une même mission. Concrètement, ils peuvent, à leur guise, majorer les crédits d'un programme ou d'une dotation en diminuant d'autant ceux d'un autre programme de la même mission, dès lors que le plafond global des crédits de la mission leur reste, lui, inchangé. C'est ce mécanisme qu'a validé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 2001, la décision LOLF. Comme le souligne la professeure Stéphanie Labarré, par ce simple article, le législateur, au moyen d'une loi organique, est parvenu à adapter une disposition constitutionnelle, permettant désormais une application différente de cet article 40 sans qu'il ait été nécessaire de réviser la Constitution. La subtilité est suffisamment importante pour être relevée. Cette position est d'ailleurs rejointe par le professeur Aurélien Baudu. Il souligne que la doctrine considère que cette interprétation de la Constitution par la LOLF n'est guère conforme à l'esprit de la Constitution de 1958, mais le Conseil constitutionnel a jugé que cette interprétation extensive n'était pas contraire à sa lettre. Bien entendu, la volonté de la LOLF n'était pas de rendre les pouvoirs illimités aux parlementaires. L'histoire nous le rappelle que sous les 3e et 4e Républiques, cela a mené à des blocages et des retards importants dans l'adoption des budgets. C'est dans cette perspective que la LOLF verrouille un point crucial, l'impossibilité pour les parlementaires de créer une nouvelle mission. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé une nouvelle fois dans la décision précitée, LOLF. Seule la loi de finances initiale, qui est d'initiative gouvernementale dans sa structure, peut porter la création d'une mission. Par ailleurs, comme l'a rappelé le juge constitutionnel, ce nouveau droit d'amendement, le redéploiement des crédits, doit être réel. On ne peut pas supprimer les crédits d'un programme obligatoire, comme les salaires des fonctionnaires d'un ministère, pour financer autre chose, sinon la compensation serait fictive. Il ne fait nul doute que les avancées de la LOLF sont intéressantes. Toutefois, ce pouvoir reste limité comparé au pouvoir d'amendement en matière de recettes, qui lui offre des marges de manœuvre bien plus importantes. Très bien, je vous remercie, M. Prin et M. Bont, pour ces précisions. Intéressons-nous à présent à la procédure de contrôle des irrecevabilités financières. Je vous laisse bien poser votre question, M. Libert. Merci Madame la Présidente. Pour introduire ce thème, voici ma question. Sur quel texte et sur quel fondement repose la procédure d'irrecevabilité financière des amendements? Très bien, merci pour cette question. Je vous cède la parole, M. Libert. Merci Madame la Présidente. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ni la Constitution de 1958, l'article 40 notamment, ni l'ordonnance de 1959, ni même la LOLF à son article 47 ne précise la teneur ou la forme de cette procédure de contrôle. Dans ce cas, M. Witt, si je vous suis bien, ce serait le règlement des chambres qui en fixerait donc les modalités. Tout à fait. Le contrôle de la recevabilité financière voit ses modalités déterminées librement par chaque assemblée. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs rappelé qu'il, je cite, « appartient à chaque assemblée parlementaire de déterminer les modalités d'exercice de ce contrôle et notamment l'autorité de charger de l'exercer ». Cette procédure est alors inscrite respectivement à l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale et à l'article 45 pour le Sénat. Cela emporte nécessairement des conséquences. La procédure n'est pas strictement identique dans les deux chambres, bien qu'elle poursuive la même finalité. Constituer une barrière à tout amendement qui aurait pour conséquence la diminution des ressources ou l'aggravation d'une charge. Il faut noter une évolution majeure. C'est sous l'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment ses décisions de 2006 et 2009, que le Sénat a dû faire évoluer sa pratique. Historiquement, le Sénat ne pratiquait qu'un contrôle a posteriori ou sur invocation. On ne contrôlait que si quelqu'un le demandait. Mais depuis sa résolution du 2 juin 2009, le Sénat s'est alors rallié à la position de l'Assemblée nationale, en instituant un contrôle systématique et a priori, c'est-à-dire avant même le dépôt officiel de l'amendement. Merci, M. Witt, pour ces précisions.
Je vous invite à poser votre prochaine question, Monsieur Mercossi. Merci Madame la Présidente. Pour revenir au constat posé par la résolution de 2009, j'aimerais maintenant aborder la procédure d'irrecevabilité financière devant chaque chambre. Pouvez-vous détailler celle en vigueur devant l'Assemblée nationale? Merci pour votre question. La parole est à vous, Monsieur. Merci Madame la Présidente. Il est nécessaire de distinguer d'une part deux temporalités. L'examen du texte en commission, puis son examen en séance publique. Dans les deux cas, le contrôle de l'article 40 s'applique. S'agissant d'abord des amendements en commission, ces derniers sont déposés selon la procédure définie à l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale. En principe, le président de la commission saisie apprécie leur recevabilité financière. En cas de doute, le bureau de la commission statue. Toutefois, une subtilité existe. Le président de la commission saisie peut, et c'est alors assez fréquent, consulter le président de la commission des finances, son rapporteur général ou un membre du bureau de cette même commission. C'est alors le premier niveau de filtrage. La commission élimine en amont les amendements contraires à l'article 40 avant qu'ils n'entrent dans les circuits. Concernant cette fois les amendements en séance publique, lorsqu'un amendement est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'est juridiquement son président qui en apprécie la recevabilité. Là encore, en cas de doute, il consulte systématiquement le président de la commission des finances. C'est ici que la pratique est intéressante. Historiquement, et selon un usage constant, le président de l'Assemblée nationale suivait toujours l'avis rendu par le président de la commission des finances. Cependant, cet avis ne le lie pas juridiquement. La récente actualité parlementaire l'a démontré avec éclat. Le président de l'Assemblée peut, s'il le souhaite, passer outre l'avis du président de la commission des finances et prendre seul la décision finale. C'est une réaffirmation forte de son autorité constitutionnelle. Concrètement, la procédure est la suivante. D'une part, les amendements susceptibles d'avoir une incidence financière sont transmis au président de la commission des finances pour un examen. Les autres sont directement mis en distribution. Ensuite, si le président de la commission des finances conclut à l'irrecevabilité, l'amendement est rejeté. Il peut toutefois, dans certains cas, le déclarer recevable, sous réserve de la modification rédactionnelle. Ainsi, aucun amendement contraire à l'article 40 n'est publié ni examiné sans ce double contrôle préalable. Je me permets de rebondir sur vos propos, Monsieur Prin. À titre d'exemple, rappelez-vous, le 12 juillet 2022, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a décidé de censurer plusieurs amendements au projet de loi de veille sanitaire, déposés par des parlementaires. Cette censure reposait sur un motif simple, mais jugé suffisant. Les amendements en question proposaient la réintégration des personnels soignants, non vaccinés. S'appuyant sur la Constitution, la présidente a considéré que de telles dispositions entraînaient une aggravation des charges publiques interdites aux parlementaires par l'article 40. Cette décision a constitué une rupture notable, inédite même, voire absolument exceptionnelle selon les termes d'Éric Coquerel, alors président de la Commission des Finances. En effet, depuis près de 60 ans, aucun président de l'Assemblée nationale n'avait contesté ou désavoué un avis rendu par le président de la Commission des Finances, bien qu'aucune règle ne l'ait jamais empêché. Car rappelons-le, juridiquement, la décision de Yael Braun-Pivet est inattaquable, puisque l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale lui offre expressément cette possibilité. Je reviens sur le droit d'amendement et notamment sur la recevabilité. Est-il possible de soulever l'irrecevabilité après la mise en distribution de l'amendement dans l'hémicycle? Absolument. Il est tout à fait possible et même fréquent que l'irrecevabilité soit soulevée à tout moment, y compris après la distribution. Je reviens sur les paroles de M. Witz précédemment. Cette faculté est partagée aussi bien par le gouvernement que par tout député. Dans ce cas, l'appréciation est rendue par le président ou le rapporteur général de la commission des finances ou par un membre du bureau désigné à cet effet. Si la commission conclut à l'irrecevabilité, l'amendement est écarté et ce n'est pas mis aux voix. Notez que l'auteur de l'amendement peut toutefois demander une explication écrite sur cette décision. En résumé, la procédure à l'Assemblée nationale est largement verrouillée par un double contrôle. Un filtrage a priori avant le dépôt, mais également une possibilité de censure a posteriori en séance. Merci, Monsieur Prin et Bonte, pour cette présentation. Je vous invite à poser votre prochaine question, Monsieur Mercossi. Merci Madame la Présidente. J'aimerais maintenant passer à la procédure au Sénat. Vous avez indiqué qu'il s'était rallié à la position de l'Assemblée nationale. Demeure-t-elle plus souple, même si elle est juridiquement tout aussi exigeante? Merci pour votre question. La parole est à vous, Monsieur Witz. Donc pour être complet, nous devons distinguer selon que l'amendement est déposé en commission ou en séance publique. Je traiterai du stade de la commission et j'inviterai ensuite M. Prin à compléter mes propos pour la séance publique. S'agissant des amendements en commission au Sénat, l'article 45, alinéa 6 du règlement du Sénat donne pleine compétence à la commission saisie au fond pour statuer de leur recevabilité financière. Cependant, le président de la commission saisie peut, s'il a un doute,
qu'ont cité le président de la commission des finances. Notez bien qu'ici encore, cet avis n'est pas contraignant. Le président de la commission saisie n'est pas tenu de suivre l'avis qui lui est rendu. Concrètement, les amendements jugés irrecevables ne sont pas mis en distribution. Ce premier filtre laisse donc une autonomie d'appréciation à chaque commission. Maintenant, il apporte de se concentrer sur les amendements en séance publique. Je cède donc la parole à M. Prin. Merci M. Witz. S'agissant donc des amendements en séance publique au Sénat, la Commission des finances contrôle seule la recevabilité des amendements, durant un contrôle systématique a priori. En séance, tout sénateur ou membre du gouvernement peut soulever une exception d'irrecevabilité. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est confirmée par la Commission des finances ou la Commission des affaires sociales dans le cadre du projet de loi de finances relative à la sécurité sociale. En cas de doute, l'article en discussion peut être réservé. Si la Commission ne statue pas à temps, la recevabilité est admise tacitement. C'est là une spécificité majeure qui distingue la procédure du Sénat de celle de l'Assemblée nationale. En effet, comme le rappelle le professeur Aurélien Baudu, au Sénat, le doute profite à son auteur. Ainsi, au palier du Luxembourg, le système repose sur un contrôle continu et pragmatique. Chaque étape du processus législatif peut donner lieu à un examen financier, sans que la procédure ne soit aussi rigide qu'à l'Assemblée nationale. Enfin, dans l'éventualité d'une commission mixte paritaire, le président peut écarter une proposition de rédaction irrecevable, afin d'éviter un contournement de l'article 40. Lors de la discussion des conclusions de cette même commission mixte paritaire, les amendements ne sont recevables que s'ils sont présentés ou acceptés par le gouvernement. Merci M. Prin. J'ai une autre question liée au développement précédent. Vous avez évoqué les contraintes pour les parlementaires, mais qu'en est-il des diverses armes, entre guillemets, à la disposition du gouvernement durant la discussion? Pourriez-vous m'en parler davantage? Je donne la parole à M. Bon pour répondre à votre question. Alors en effet, au sein de la discussion, le gouvernement dispose de nombreuses armes, comme vous venez de les qualifier. Que la LOLF n'a pas affaibli, ni fait disparaître, étant donné qu'elles sont garanties par la Constitution. Je vais vous les énumérer. Premièrement, le filtre de la Commission, article 44 alinéa 2 de la Constitution, que j'ai brièvement introduit précédemment. Le gouvernement peut s'opposer à la discussion en séance de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à la Commission, saisie au fond. C'est une arme de procédure typiquement utilisée pour écarter les amendements déposés tardivement. Deuxièmement, le vote bloqué, article 44 alinéa 3. Le gouvernement peut demander à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion. Dans ce cas, seuls les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement sont retenus. L'objectif est double: contrer l'obstruction parlementaire et éviter que le texte ne soit dénaturé, y compris par des amendements déposés par sa propre majorité contre son avis. Enfin, un troisième outil qui n'a pas manqué de marquer l'actualité de ces dernières lois de finances, l'engagement de la responsabilité, le fameux 49 alinéa 3 de la Constitution. Cette arme ne gère pas les amendements, elle les neutralise. Le texte est considéré comme adopté sans vote, sauf adoption d'une motion de censure. Seuls les amendements que le gouvernement accepte d'intégrer au texte final survivent à cette procédure. Merci messieurs Witz, Prin et Bonte pour ces éclairages. Je vous invite à poser votre question suivante, monsieur Gouvernement. Merci Madame la Présidente. Vous évoquiez les mécanismes d'irrecevabilité financière et le rôle donc, des commissions dans leur application. J'aimerais juste revenir sur un autre acteur clé de ce dispositif. Quel rôle joue le Conseil constitutionnel dans cette procédure? Intervient-il directement dans l'appréciation d'irrecevabilité ou seulement de manière plus générale à travers le contrôle des lois de finances? Merci pour votre question. Je cède la parole à monsieur Bon. Merci Madame la Présidente, et merci pour votre question, encore une fois très pertinente. Dans cette procédure, le Conseil constitutionnel est, pour reprendre l'expression du professeur Guillaume Drago, le défenseur du législatif financier. De ce fait, le contrôle n'est pas uniquement exercé par les assemblées parlementaires, on peut parler ici d'un contrôle à deux niveaux. En premier ressort, la compétence revient effectivement à chaque assemblée, on l'a détaillé précédemment, qui dispose de ses propres instances de filtrage interne. Mais il existe, en dernier ressort, un contrôle externe, que l'on a introduit précédemment. Pour reprendre l'image du filet, le Conseil constitutionnel agit comme le dernier filet de sécurité du contrôle financier parlementaire. On peut souligner, comme l'affirme la doctrine, que le Conseil agit ici comme un juge d'appel des instances parlementaires. Il ne se substitue pas à elles, a priori, mais il assure, a posteriori, qu'aucun amendement contraire à l'article 40 n'a été adopté. Cette garantie est essentielle, car la procédure parlementaire peut parfois laisser passer des amendements qui auraient dû être déclarés irrecevables.
Le Conseil constitutionnel apparaît ainsi comme un ultime rempart. Cependant, si son rôle demeure fondamental, il se heurte à une limite importante, la règle de l'incontournable préalable parlementaire. En principe, le Conseil constitutionnel ne soulève pas d'office l'irrecevabilité de l'article 40. Il ne le fait que si l'irrecevabilité a été soulevée lors des débats devant les chambres, mais a été ignorée. Cependant, pour que cette règle tienne, il faut que le filtrage initial des chambres soit sérieux. Le Conseil l'a rappelé fermement dans sa décision du 14 décembre 2006. Il y précise « Si la question de la recevabilité financière doit avoir été soulevée devant la première chambre pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité, cette condition est subordonnée pour chaque assemblée à la mise en œuvre d'un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt. » Or, il notait à l'époque qu'une telle procédure n'a pas encore été instaurée au Sénat. C'est d'ailleurs, pour boucler la boucle avec votre précédente question, cette décision qui a contraint le Sénat à modifier son règlement pour s'aligner sur la procédure décrite plus tôt par M. Witz. Merci pour ces éléments de réponse, M. Bonte. Et je vous invite à poser votre prochaine question. Merci Madame la Présidente. Ma prochaine question sera un peu plus large. Près de 20 ans après son entrée en vigueur, estimez-vous que la LOLF a pleinement satisfait l'ambition de renforcer le droit d'amendement des parlementaires ou au contraire, considérez-vous que les contraintes issues notamment de l'article 40 de la Constitution en ont limité la portée? En somme, le bilan est-il positif? Alors, merci pour votre question, Monsieur Liberkowski. Pour y répondre, je ne vois pas de meilleur intervenant que Monsieur Pierre Moscovici, donc président de la Cour des comptes, et Jean-Luc Albert, professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille. Mais avant d'écouter leurs analyses, une remise en question s'impose. La LOLF a souvent été qualifiée de révolution financière. Pourtant, cet enthousiasme a vite été tempéré. Dès 2005, lors d'une audition au Sénat, le doyen Michel Lascombe souligne déjà un paradoxe. Si la LOLF constitue indéniablement un instrument de modernisation de la gestion publique, elle ne marque pas de véritable rupture avec l'ordonnance de 1959 concernant le droit d'amendement. En cause, l'article 40 de la Constitution, c'est l'une des rares dispositions qui, malgré les révisions constitutionnelles successives et une volonté ancienne de réforme, n'a jamais été modifiée depuis 1958. Donc, ça a amené une petite souplesse à l'intérieur des programmes. Et donc, ça, c'est un peu positif. Globalement, en réalité, en regard du droit d'amendement, la LOLF n'a pas amené grand-chose. J'ai trouvé que la LOLF était très intéressante sur le plan de la transparence financière, sur le plan de l'information financière, sous l'angle de la gestion, sous l'angle des politiques publiques, mais sous l'angle du droit d'amendement, non. Non, le bilan n'est pas adapté parce que la LOLF n'a pas modifié l'article 40. N'a pas bouleversé l'article 40. Elle a permis en séance aux parlementaires de faire évoluer la copie budgétaire sur la dépense, mais de façon encadrée. Voilà. C'est-à-dire qu'une dépense peut aller à la place d'une autre dépense ou renforcer, mais ça ne bouleverse pas l'équilibre budgétaire au niveau d'un programme. Et c'est justement ce constat d'une initiative parlementaire toujours bridée par l'article 40, malgré les apports de la LOLF, qui m'amène au cœur du débat doctrinal actuel. Permettez-moi de poser une question connexe. Plusieurs auteurs comme Jean-François Kerléo ou Aurélien Baudu s'opposent sur la question de l'avenir de l'article 40. Selon vous, faut-il repenser cet article en l'assouplissant pour redonner de l'initiative aux parlementaires ou au contraire le consolider pour préserver la soutenabilité budgétaire? Merci pour votre question, Monsieur Liberkowski. Je laisse la parole à Monsieur Witz. Alors en effet, la question est vaste. Je vais essayer de compléter l'intervention du professeur Albert. L'article 40 de la Constitution suscite par sa seule existence de nombreux débats passionnés. Symbole du parlementarisme rationalisé, il génère bien souvent des frustrations chez les parlementaires, mais aussi chez certains juristes qui plaident pour la levée de ce verrou constitutionnel. Cet article, parfois qualifié de dinosaure en droit constitutionnel et des finances publiques, pour reprendre l'expression d'Aurélien Baudu, suscite des réflexions critiques tant de la part de la doctrine que des responsables politiques ou institutionnels.
Dès lors, on observe la coexistence de deux visions opposées. D'un côté, ceux qui prônent la suppression claire et définitive de cet article, et de l'autre, ceux qui tentent d'en démontrer les vertus et proposent même de le renforcer. Comme évoqué, le professeur Jean-François Kerléo figure parmi les détracteurs de l'article 40. Il voit que dans cette limitation du droit d'amendement, un excès du parlementarisme rationalisé et critique l'opacité des procédures de contrôle. Il souligne également l'incohérence procédurale entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce dernier bénéficiant d'une souplesse supérieure. Sa position vise à renouer avec la liberté parlementaire des 3e et 4e Républiques, qui, malgré leur instabilité gouvernementale, furent prolifiques en grandes lois républicaines. A contrario, le professeur Baudu, représentant d'une doctrine favorable à l'orthodoxie budgétaire, voit en l'article 40 un véritable rempart nécessaire contre la dérive des finances publiques. Il alerte sur les risques d'une suppression, elle permettrait une réécriture totale du budget par les parlementaires, menaçant ainsi l'équilibre des débats et la stabilité économique du pays. Et pour rebondir sur vos propos, j'aimerais préciser ma pensée. Existe-t-il en fait une voie médiane qui permettrait d'assouplir le droit d'amendement financier des parlementaires sans pour autant le déréguler totalement? Une piste de compromis intéressante réside dans les travaux du comité Balladur de 2007. Cette instance avait suggéré de modifier l'article 40 en passant d'une logique individuelle à une logique globale. L'irrecevabilité ne frapperait plus l'aggravation d'une charge publique isolée, mais l'aggravation des charges publiques dans leur ensemble. Ce passage du singulier au pluriel aurait autorisé les parlementaires à gager leur amendement en dépenses, c'est-à-dire à compenser la hausse d'une dépense par la baisse d'une autre, ce qui était aujourd'hui interdit. Toutefois, cette option a été écartée. Lors de la révision constitutionnelle de 2008, le président Sarkozy, comme l'exécutif de l'époque, a jugé cette ouverture trop périlleuse. L'article 40 reste en effet un verrou essentiel du parlementarisme rationalisé et les gouvernements successifs sont peu enclins à s'en priver. Dans le contexte politique actuel de sa majorité relative, une telle réforme est d'ailleurs improbable. Il est fort à parier que cet article survivra aussi longtemps que la Ve République et qu'il tombera en même temps que la Ve République. Ce point doctrinal étant maintenant clos, j'aimerais que l'on aborde la dimension politique de ce débat. Je vous invite donc à écouter l'intervention de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Il y a la politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui est déconnecté du débat politique, ce n'est pas un sujet qui est étrange au débat politique. Là, le comité Balladur sur les institutions en 2007-2008 a préconisé une modification de l'article qui aboutissait à vider de sa substance. Didier Migaud et Jean Arthur proposaient en 2008 la suppression de l'article. En 2018, Éric Woerth, qui était alors le président de la commission des finances, a également appelé une telle abrogation. En 2023, une proposition de la constitutionnelle qui a été rejetée visait à abroger l'article 40 de la Constitution. Et Éric Coquerel, pas plus tard que le 30 septembre 2025, a aussi appelé à l'abrogation de l'article 40. Et il faut noter d'ailleurs sa propre pratique, qui est que le taux d'irrecevabilité en séance publique est passé sous sa présidence de 16,4% des amendements déposés en 2021-2022 à 12,1% en 2022-2023, 8% en 23-24%, 7,3% en 24-25%. Je voudrais voir quel est le résultat en 25-26%. Donc il assume une lecture parlementaire de la Constitution qui favorise autant que possible l'initiative parlementaire. Il y a toute raison de penser que sous l'irrecevabilité tombe à des grandeurs négligeables dans le cadre du débat parlementaire qu'on passe tous les jours, qui se déroule en ce moment. Donc, sur la politique, les politiques sont sensibles à la question. Il y a plusieurs politiques d'origine différentes ont proposé son abrogation, sa suspension, sa modification. Donc après, tout ça, la même chose. N'est pas la même chose. Après, si on passe aux arguments, il y a des arguments pour la suppression. L'article 40 restreint le droit d'amendement dès lors qu'il est coûteux pour les finances publiques. Son application fréquente et abusive limiterait la liberté d'expression ou d'initiative parlementaire, restreint donc le débat démocratique, puisqu'elle exclut la discussion des propositions qui pourraient améliorer la législation, mais qui seraient financièrement coûteuses. Elle est souvent contournée par les parlementaires, on vient de le voir, qui utilisent des mécanismes particuliers, comme le gage. Il y a toujours le même gage, d'ailleurs, pour introduire des amendements qui auraient été autrement jugés irrecevables par l'article 40. Et donc, cette pratique même du gage abusif, en quelque sorte, permet d'interroger quand même la pertinence de l'article 40. De plus, c'est un
inacceptable. Les parlementaires sont contraints dans l'initiative, déjà au stade du dépôt, ce qui crée un déséquilibre au pouvoir de l'exécutif. Et cet état de fait limite la capacité du Parlement à être un véritable contre-pouvoir en matière budgétaire. Mais ce que je dis là, c'est aussi la raison d'être de l'article 40. Tout ça s'inscrit dans la Constitution de 58, qui visait quand même à ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, à limiter ce que le général de Gaulle et les constituants estimaient comme étant, dans la 4ème République, un excès au contraire du parlementarisme. Et incontestablement, remettre en cause l'article 40, c'est aussi remettre en cause ces équilibres nés de la Constitution de 58. Mais de facto, c'est ce qui est en train d'arriver sous nos yeux. La Constitution de 58, j'imagine, vous n'étiez pas né, moi j'étais né, mais pas bien vieux quand même, quelques mois si vous voulez. Ce que nous vivons ressemble quand même plus à notre République qu'à la 5e. Moi qui ai été, dans notre vie bien sûr, 2 fois ministre, ministre des Finances, 3 fois élu à l'Assemblée nationale, je n'ai pas vécu des trucs comme ça. Hein. J'ai été parlementaire de position, parlementaire de majorité, j'ai été ministre siégeant au banc et sur des sujets qui étaient financiers par 2 fois. Enfin, l'article 40 est donc cet héritage du parlementarisme rationalisé propre à la 5e République, qui était instrumentalisé pour renforcer le rôle prépondérant de l'exécutif dans la maîtrise des finances publiques, et sa suppression, pour ceux qui sont pour, c'est un geste fort de l'équilibre. C'est un changement, mais qui est très important. Mais, encore une fois, ce changement est en train d'arriver de facto, à des jurés. Après, il y a des arguments contre. Là, je rejoins le professeur. L'abrogation de l'article 40 de la Constitution sur le contexte budgétaire actuel pourrait paraître en contradiction avec les objectifs que la France se donne, parce que malgré tout, j'ai dit qu'ils n'étaient pas très opérants au quotidien, enfin ils sont là. On a quand même tendance à les oublier complètement. Ça ne me paraît pas être le cœur du débat, alors c'est quand même le cœur du sujet. C'est quand même un petit problème pour la France. L'article 40 est aussi un garde-fou constitutionnel important pour préserver l'équilibre budgétaire. S'il saute à son tour, que reste-t-il pour ça? Et les débats en cause au PF, quand même, je ne suis pas à juger, je suis président de la Cour des comptes, je ne suis pas l'arbitre des séquences parlementaires, montre tout de même la difficulté d'avoir des débats qui soient sereins, qui soient éclairés, qui permettent une vraie maîtrise des finances publiques. Et ce qui veut dire que toute réforme de l'article 40 devrait quand même s'accompagner de mécanismes qui permettent tout de même de réguler l'évolution de nos finances publiques. Lorsqu'on se compare avec le régime applicable chez nos voisins, ces dispositions ne sont pas isolées ou atypiques. En réalité, c'est un principe qui est partagé par d'autres pays de l'OCDE, l'Espagne, le Canada et la Chine européenne. Plusieurs États, quand même, nous ne sommes pas les seuls, réservent une certaine prééminence l'exécutif dans la définition et la mise en œuvre des politiques budgétaires, associé à un encadrement strict de la capacité parlementaire de modifier les lois de finances. En Allemagne, c'est le cas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Espagne. Donc, il y a aussi une troisième voie, si vous voulez, qui est non pas l'abrogation, mais l'aménagement ou la réforme de l'article 40. C'est par exemple ce que propose une ancienne rapporteure générale budget, Valérie Rabault, qui est maintenant conseillère d'administration extraordinaire à la Cour des comptes, qui propose qu'on puisse débattre d'amendements coûteux quand ils n'excèdent pas un certain seuil de dépenses. Enfin, il y a une chose qui ne vous aura pas échappé, c'est que dans le contexte où nous sommes, il devient compliqué de modifier la Constitution. Le faire par un vote aux 2/3 de nos assemblées, c'est difficile, surtout sur un sujet comme ça, ou alors c'est la voie ouverte à faire n'importe quoi. Évidemment, le référendum est extrêmement compliqué, puis c'est pas un sujet pour le référendum non plus. Donc, en soi, voilà, il y a une question d'assouplissement, mais c'est très difficile à mettre en œuvre. Comme l'a souligné le premier président de la Cour des comptes, le débat sur l'avenir de l'article 40 revêt sans aucun doute une forte dimension doctrinale. Mais n'oublions pas qu'il porte en lui avant tout le germe d'un débat éminemment politique. Avant d'approfondir ce point, je me permets un détour statistique. Comme vous l'avez entendu, l'actuel président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale avance à l'appui de son constat une baisse du nombre d'irrecevabilités financières fondées sur l'article 40. J'ai donc analysé les différents rapports annuels de l'Assemblée nationale sur l'origine et le sort des amendements. Je dois dire que le résultat est frustrant. Les documents traitant de ces informations sont souvent imprécis et mériteraient d'être grandement améliorés en termes de clarté. Certes, on peut se réjouir du fait
que depuis 2021, le rapport distingue enfin les irrecevabilités relevant de l'article 40 de celles de l'article 45, le cavalier législatif. Cependant, les tableaux analytiques demeurent encore insuffisants pour une analyse fine. Cette critique méthodologique est en fait ce que disent réellement les chiffres disponibles. Je vous laisse prendre connaissance de ce premier graphique. Au premier coup d'œil, ce graphique peut laisser penser que la LOLF a effectivement libéré le pouvoir d'amendement des parlementaires. On observe une explosion du nombre d'amendements déposés à partir de 2005, avec un pic historique frôlant les 150 000 amendements lors de l'épisode de 2006-2007. Cependant, ce seul volume est à l'heure. Il est insuffisant pour juger de la vitalité parlementaire et il faut alors le confronter à cette inflation législative, à la réalité de l'adoption. Regardons maintenant les amendements effectivement adoptés. Le contraste est saisissant. Ce graphique traduit absolument pas une adoption massive. Alors que les dépôts ont été multipliés par un facteur 10, voire 20, la courbe des adoptions, elle, stagne péniblement entre 1500 et 3500 amendements par an. En somme, en termes quantitatifs, le nombre d'amendements déposés semble avoir explosé, tandis que l'adoption réelle des amendements demeure très limitée. Qu'en est-il maintenant du nombre d'amendements déclarés irrecevables? De la même façon, ce graphique ne nous apprend rien. Sa courbe ne fait qu'imiter parfaitement celle des dépôts. C'est une corrélation mécanique. Plus on dépose d'amendements, plus le volume d'amendements susceptibles d'être irrecevables augmente logiquement. Non. En réalité, la véritable statistique intéressante serait d'apprécier la proportion d'amendements irrecevables par rapport au nombre d'amendements déposés, de voir si la LOLF a eu un quelconque impact sur ce taux. À l'image, ce graphique est également frappant. Il contredit l'idée d'un assouplissement structurel. On voit que le taux ne baisse pas après 2006, il connaît même des pics récents, dépassant les 15%. Le constat est clair, l'adoption de la LOLF n'a rien révolutionné en matière d'irrecevabilité financière. L'article 40 mord toujours autant. C'est précisément face à ce constat d'un verrou constitutionnel inaltérable que la fronde s'organise au plus haut niveau de l'institution. Ce sentiment d'impuissance nourrit une critique radicale portée aujourd'hui par la tête même de la Commission. La position du président de la Commission des finances, Éric Coquerel, est claire. Il l'a explicitement rappelé. Il considère que l'article 40 contraint de manière excessive l'initiative parlementaire. Selon lui, cette disposition instaure une inégalité majeure entre le gouvernement, qui peut proposer des dépenses nouvelles, et les parlementaires, à qui la Constitution interdit de faire de même. L'objectif réel de cet article serait donc double. Confirmer le privilège budgétaire de l'exécutif et enfin infantiliser les parlementaires, sous prétexte qu'ils aggraveraient le déficit public sans cette contrainte. Pour le président Coquerel, cet article impose une logique austéritaire structurelle. C'est pourquoi il plaide pour son abrogation pure et simple. Une position qui n'est pas isolée, puisque son prédécesseur, à la présidence de la Commission des finances, Eric Woerth, demandait déjà une évolution majeure en 2018. Fait notable, cette critique crée une convergence rare entre la France insoumise et le Rassemblement national. En effet, le député Émeric Salmon s'est exprimé durant cette même séance. Il a alors qualifié l'article 40 de version institutionnelle de la muselière, un outil tendant et tenant les représentants du peuple à distance des vrais enjeux et privant, selon ses dires, les Français d'un véritable débat démocratique. En s'exprimant au nom de son groupe, il a alors affirmé qu'il était temps de briser ce carcan, pour reprendre ses termes. Il a alors conclu par ces mots forts, je cite, « Un Parlement qui n'a pas le droit de proposer, c'est un Parlement qui n'a plus de pouvoir. Ce n'est plus la démocratie, mais une simple chambre d'enregistrement des caprices du gouvernement. » La suppression ou l'assouplissement de ce verrou constituerait une véritable avancée pour revaloriser le rôle du Parlement face à l'exécutif. La France rejoindrait alors les 52% des États membres de l'OCDE qui ne prévoient pas de restrictions aussi strictes du droit d'amendement. Cependant, l'article 40 conserve de fervents défenseurs au sein de l'hémicycle, M. Prin. À l'instar du député Jean-René Cazeneuve, s'il concède au président Éric Coquerel une certaine rigueur générale dans l'application du texte, il pointe néanmoins du doigt des laxismes assumés par ce dernier. Cazeneuve adopte ici une posture strictement légaliste. Tant que la Constitution n'est pas révisée, l'article 40 doit être appliqué à la lettre, par celui qui a la charge de contrôler la recevabilité. Sans marge d'interprétation politique, pour le député, cette disposition agit comme un rempart indispensable à la stabilité budgétaire. Il estime d'ailleurs que la situation économique serait bien plus critique sans ce garde-fou, faisant référence à la solide jurisprudence qui protège les finances publiques contre les initiatives parlementaires dispendieuses. Le débat sur l'article 40, s'il est technique, renvoie toujours à la question de l'équilibre entre l'efficacité gouvernementale et le rôle du Parlement. Or, s'il y a bien une pratique qui vient entraver le véritable pouvoir d'amendement, c'est l'utilisation militante de ce droit, autrement dit l'obstruction.
Je remercie ici M. Prin pour l'établissement de ces statistiques dont il m'a fait part, dont il m'a partagé les ressources. Il existe un graphique parfait pour illustrer mes propos, à savoir l'évolution de la proportion d'amendements adoptés par rapport au nombre d'amendements déposés. Ici, le constat est implacable. La courbe est en chute libre. Nous sommes passés d'un taux d'adoption avoisinant les 40% dans les années 1980 à un taux qui s'effondre aujourd'hui sous la barre des 10%, voire des 5%. La conclusion est sévère. Noyé sous la masse, le droit d'amendement s'est dilué. L'utilisation militante de ce droit par les parlementaires a fini par se retourner contre eux. Cette inflation n'est pas sans conséquence. Elle surcharge le travail des commissions et de l'hémicycle et force le gouvernement à recourir à des outils constitutionnels de rationalisation, dont le plus emblématique reste le 49 alinéa 3. Ce fameux 49.3 est alors utilisé régulièrement, non pas uniquement pour trancher une question de fond, mais aussi et surtout pour discipliner les débats et mettre fin à des stratégies d'obstruction qui ralentissent considérablement l'adoption des lois de finances. Cet usage répété, bien que constitutionnel, est souvent perçu par l'opposition comme le signe d'un exécutif qui muselle le débat, renforçant le sentiment que le droit d'amendement n'est qu'une façade face à la toute-puissance gouvernementale. Merci pour vos réponses. Nous concluons ainsi à la trame principale de nos échanges. Je vous laisse libre cours proposer votre ultime question si vous en avez une. Oui, merci Madame la Présidente de me laisser cette opportunité. Il me reste une dernière question relative au droit comparé. Pouvez-vous m'indiquer comment s'exerce le droit d'amendement dans d'autres pays ? Vous avez mentionné que 52% des pays membres de l'OCDE ne disposaient pas de restrictions strictes, similaires à la nôtre. Le corollaire est donc que 48% en disposent. Qu'en est-il donc chez nos voisins ? Alors, excellente question. Je donne la parole à Monsieur Butz pour me répondre. Donc merci Madame la Présidente de me donner la parole. Alors simplement, je commencerai par le modèle allemand que j'ai particulièrement étudié. En Allemagne, contrairement à la France, où l'amendement irrecevable est bloqué avant même d'être discuté, en Allemagne, le Bundestag jouit d'une grande liberté de proposition et de débat en commission. Toutefois, l'article 113 de la loi fondamentale agit comme un verrou final. Toute loi votée qui augmente les dépenses du budget nécessite l'approbation du gouvernement fédéral. Si le Parlement force la main, le gouvernement peut opposer son veto pour préserver l'équilibre budgétaire. C'est donc un contrôle qui intervient en bout de course. Je vous remercie pour cet exemple de droit comparé que je n'avais pas du tout. Quant à moi, j'évoquerai le modèle britannique, véritable berceau du parlementarisme. Le système anglais est fondé sur une règle très ancienne, le Standing Order No. 48, de la Chambre des communes, datant de 1713, qui interdit au Parlement de voter une dépense qui n'a pas été demandée par la couronne, c'est-à-dire par le gouvernement. Concrètement, les députés peuvent débattre de la répartition et réduire les crédits, bien que cela soit rare en pratique du fait de la discipline majoritaire, mais ils ne peuvent jamais proposer d'amendement créant une charge nouvelle sans recommandation gouvernementale préalable. C'est l'ancêtre direct de notre article 40. Pour un point de vue comparatiste plus large, je vous propose cette illustration issue de la base de données par ligne de l'Union interparlementaire. Merci pour ces échanges fort instructifs. Ils nous ont permis d'avoir une vision d'ensemble des problématiques liées au droit d'amendement des parlementaires en matière financière et de mesurer l'importance cruciale que revêt l'article 40. Avant de clore notre commission, j'aimerais que l'on rende hommage à une éminente personnalité des finances publiques, le professeur Michel Bouvier, qui nous a fait l'honneur de participer à ces riches échanges. Il y avait le fait majoritaire. Et donc, par conséquent, on ne pouvait pas penser ce qui se passe actuellement. Oui, clairement. Actuellement, je crois que la LOLF, on la fait autrement. Parce qu'elle est totalement pervertie par les débats politiciens, alors, évidemment. Bien sûr. Il y a deux logiques. Il y a une logique de gestion, en fait. Bien sûr. Puis il y a une logique politique, mais qui n'est pas une logique politique au sens noble du terme, qui est une logique politicienne, qui fait obstacle à la logique gestionnaire qu'avait imprimé la LOLF. Là, si vous regardez bien la loi de règlement, avec tout ce qui est autour, tous les annexes, etc., la loi de règlement, c'est un outil de gestion, en fait. C'est pour les parlementaires.